événement, comme ce soir. 4 présentations de 12 minutes d'étudiants, de chercheurs, d'universitaires qui présentent ça en vous engageant, vous, le public, en mettant de l'humour, en simplifiant les concepts, en faisant des comparaisons. On a quand même 6 ans d'expérience derrière nous, donc on sait un peu plus ce qu'on fait, puis on voit vraiment l'engouement derrière le projet. Donc, on vous remercie d'être là. Ce soir, on va parler de plein de choses. On va parler de féminisme, d'écologie, de sorcières et même de manifestations dans l'Asie du Sud-Est, avec notre ami Christophe qui se cache quelque part dans le coin, là-bas, exactement. Puis, pour commencer, j'aimerais aussi souligner l'apport considérable de nos commanditaires qui permettent, comme vous l'avez pu voir, de faire des soirées qui n'ont pas de coût d'entrée. Vous avez même droit à certains qui étaient là. Les 43 premières personnes avaient droit à une consommation. Donc, on remercie nos commanditaires qui sont pour la soirée. La JEG, la FIRST, le SAREUS, l'ERENDUS et le vice-rectorat à la recherche aux études supérieures de l'Université de Sherbrooke. Donc, merci à eux. Merci de faire en sorte que le projet puisse fonctionner. On va passer avec Justine, qui va le présenter sur l'écoféminisme. Donc, pour la présenter, Justine, elle est étudiante au post-doctorat à l'Université de Sherbrooke et étudie les causes du déclin des populations d'hirondelles bicolores au Québec, un sujet qu'on a entendu quand même plusieurs fois ici à Bistrobrain, mais elle nous parle de quelque chose de différent aujourd'hui. Elle est spécialisée en ornithologie et est sensible à la cause féministe et à la protection de l'environnement. Elle nous avait également offert une présentation en septembre sur le spécisme avec notre événement Démontre ton mythe. Donc, ça fait d'elle aujourd'hui une membre honorifique de Bistrobrain. On va voir sa petite carte à la fin de la présentation. Donc, on t'invite à présenter. On l'applaudit chaleureusement. Hop. Merci beaucoup. J'ai pas le pointeur. Donc, avant de commencer, il est important de... ce qui est écrit, je vous laisse lire. Il est important de reconnaître les territoires et les peuples... les natifs américains, pour plusieurs raisons, mais surtout quand on parle d'écoféminisme, c'est bien plus d'importance et je vais expliquer après pourquoi. Donc, écoféministe, c'est quoi pour vous? Éco. Écologie, ouais, merci. Féministe, bon, ça devrait aller fait. Donc, on parle d'écoféminisme pour l'écologie et le féminisme. Mais l'écologie, est-ce que vous savez réellement ce que c'est? Parce que moi, je suis écologiste, je ne suis pas sociologue ou quoi, mais l'écologie, c'est la science de l'habitat. Donc on est bien sur une science. Ce qu'on étudie réellement, c'est les interactions entre les espèces, les écosystèmes, ce genre de choses. Et on confond très souvent l'écologie, la science, avec l'écologie, quand on dit l'écologie politique, l'écologie sociale. Donc ça va être trier vos déchets, manger équilibré, enfin équilibré, bio, équilibré, etc. etc. Donc les écologistes ne sont pas forcément des scientifiques qui étudient comment on trie les déchets. Ça va plutôt être les sciences de l'environnement. Donc, l'écologie est une science sociale, enfin, est une science, et c'est un mouvement social. Tout simplement, vous avez déjà forcément dû entendre parler, l'écologie, c'est un truc de riche, c'est fait pour les riches, ou tout simplement, l'écologie sans lutte de classe, c'est du jardinage. Car oui, l'écologie est un problème de riches, mais pas seulement. Ce sont les riches qui vont plus polluer, qui vont le plus produire des problèmes d'ordre écologique, mais il faut aussi bien prendre en compte que toutes les classes de la population vont être infectées, mais pas de la même manière. Donc, l'idée, c'est que les classes plus pauvres, les pays les plus pauvres ou en développement, vont être les plus atteints. Donc oui, on est vraiment sur un problème politique social. Et bien sûr, vous avez dû entendre parler récemment des vendredis de grève pour les Strive for Ecology. C'est aussi un problème générationnel. Donc on a des gros soucis, oui, entre les générations, entre les classes sociales, ce qui fait que l'écologie est un problème politique. Par rapport au féminisme, donc je ne vais pas faire toute une explication sur qu'est-ce que le féminisme et le mouvement. De toute façon, ce soir, on a une thématique un petit peu féministe. Mais par rapport à l'écologie, le féministe, on retrouve des grandes idées communes. Donc tout simplement, on a un ennemi commun, on va dire, c'est le capitalisme patriarcal. Donc l'idée que le capitalisme patriarcal surexploite la planète, surexploite les femmes. Donc on a une association d'idées. L'idée que
bon, c'est un gros cliché, mais l'idée que l'homme blanc, cis, hétéro, le conquistador, voilà, il se croit un peu tout permis sur les écosystèmes, sur l'environnement et sur les femmes. Et les milieux sociaux aussi beaucoup plus pauvres. Donc voilà, l'idée c'est on a un ennemi commun. Ce qui nous fait, dans les manifestations, des slogans que je trouve très poétiques et très rigolos, donc je laisse regarder un petit peu. Mais voilà, il faut bien prendre en compte que l'écoféminisme, c'est un mouvement qui est issu de la seconde vague écologiste, la seconde vague féministe, pardon, mais on entend de plus en plus parler, donc dans la nouvelle vague, la troisième vague féministe, dans laquelle on est en ce moment. D'où les slogans qu'on voit apparaître de plus en plus, à la fois dans les manifestations en écologie et les manifestations de féministes. Donc l'écoféminisme, c'est un terme qui a été trouvé, inventé par l'écrivaine et féministe militante Françoise de Bonne. Donc, dans son livre « Le féminisme ou la mort », donc comme ça c'est clair, c'était une féministe radicale. Ces grandes idées, alors on n'avait pas encore les idées de même écoféministes que l'on a aujourd'hui, mais ces grandes idées, c'était se réapproprier le corps des femmes, tout simplement pour gérer, que les femmes elles-mêmes puissent gérer les naissances. Donc qu'une femme ne soit pas obligée de se marier pour faire des enfants, qu'elle doit rester plus ou moins libre et dans ses droits. Donc c'était pendant la seconde vague du féminisme. Je ne l'ai pas précisé, mais la première vague, pour vous donner une idée, ça va être fin 1800 jusqu'à 1945. Ça va être la demande des droits basiques des femmes, de voter, respirer, vivre. La seconde vague, ça va être des années 70 en 90, je vais arrondir, mais je ne suis pas entièrement sûre. Donc ça va être l'idée un petit peu des années de libération sexuelle, où la femme va demander l'accès à la contraception, etc. Et en ce moment, nous sommes dans la troisième vague féministe, d'où le mouvement ici écoféministe a beaucoup plus d'ampleur. Donc Françoise de Bonne a décrit les phénomènes qu'elle observait autour d'elle dans les années 70 et inventé le terme écoféministe. Donc les mouvements qui se passaient à l'époque, c'était plusieurs manifestations. Donc par exemple, parmi les plus importantes, on a la Women's Strike for Peace. Donc c'est tout simplement des femmes qui se sont réunies devant dans les stations nucléaires, comme on dit, vous avez compris, voilà, pour demander d'arrêter cette idée de surexploitation des énergies, d'expliquer que c'est un gros souci qu'il faut peut-être essayer de trouver un autre souci par rapport à l'énergie nucléaire. On a aussi un mouvement assez connu, c'est le Chilkoff Movement, donc en Inde. Ce sont les femmes qui se sont regroupées autour des arbres afin de ne pas déforester leur village, tout simplement, parce qu'elles comprenaient l'intérêt de l'agroforesterie pour le village et tout l'intérêt des traditions et de la culture de leur village. Et on a aussi le Women who Pentagon Action. Donc là, c'était des femmes des mères surtout, qui ont manifesté devant le Pentagone pour demander l'arrêt de la guerre, tout simplement, le retour de leurs fils et de leurs hommes à la guerre. Donc ces mouvements, vous voyez, ils ne sont pas extrêmement liés à l'écoféminisme, dans le sens où on a plutôt un mouvement de femmes qui, sur un intérêt commun, vient manifester. Mais on est dans les années 70, 80, on a aussi bien sûr le mouvement hippie qui est fortement associé. Donc l'idée qu'on va essayer de se rapprocher de la nature, on va essayer de couper le contact avec l'aspect industrialisation, surindustrialisation et exploitation. Et évidemment, quand on parle des hippies, du fait qu'on essaie de retrouver notre attache à la nature, on dérive forcément un petit peu sur ce qu'on appelle la Wicca, l'ésotérisme, le New Age. Donc une écoféministe extrêmement connue, c'est Starhawk. Donc elle a écrit plusieurs livres écoféministes où elle fait le lien justement avec à la fois donc la sorcellerie, mais la sorcellerie verte, on va dire, la sorcellerie où les femmes, par le fait de par les cycles menstruels, par les cycles de la lune. Vous avez peut-être déjà entendu parler du féminin sacré. Voilà, ça va être l'idée qu'on rassemble, on se réapproprie notre corps à travers la nature, on retrouve notre force à la nature pour une lutte militante écologique et féministe. Alors, il faut faire aussi un petit attention, en écoféminisme, il y a plusieurs mouvements. C'est le mouvement écoféministe lié à la magie. Il y a plusieurs
faut faire attention aux dérives, on va dire, parce que certaines dérives ne sont ni écologiques ni féministes dans ces mouvements. J'en parlerai pas trop en détail là, mais on peut en parler après si vous avez des questions sur le sujet. C'est un sujet qui me fascine. Bien sûr, quand on parle de sorcières, on a aussi, bon, on en a parlé l'année dernière au Bistrobrain, Catherine en avait parlé l'année dernière au Bistrobrain, donc on a un lien extrêmement fort entre les femmes et la sorcellerie. Et évidemment, dans la fiction, on a aussi cette idée qu'une femme qui retrouve son lien, son rapport avec la nature est une femme qui fait peur. Donc dans la pop culture, on a beaucoup cette idée qu'une femme écoféministe, c'est une femme puissante. J'ai pris 2 exemples, par exemple. Si on prend Poison Ivy, donc tout le monde connaît Poison Ivy, c'est une... Il faut que je me dépêche, je trouve. Poison Ivy, c'est une antagoniste dans Batman. Donc une scientifique, par des manipulations, blablabla, se retrouve à parler aux plantes, manipuler les plantes, et elle a un pouvoir, sa sexualité est extrêmement forte et lui donne beaucoup de pouvoir, ce qui fait peur à Batman, en gros. Et on a aussi, la dernière image, c'est dans Mad Max. Donc on a les femmes qui luttent pour récupérer leur corps parce que dans le film elles sont engrossées pour produire du lait parce qu'on a une crise de l'eau, mais elles reprennent le pouvoir, etc., etc. Donc une femme qui reprend le pouvoir d'une femme liée à la nature, ça fait peur. Vous avez peut-être une idée dans l'actualité récemment, une jeune fille qui fait peur aux virilistes. Ouais. Exactement, Greta Thunberg. Donc je ne la présente pas non plus, tout le monde, j'espère, la connaît. Elle est surtout bien sûr connue pour les mouvements de manifestation pour le climat, donc un mouvement écologiste, mais bien sûr c'est devenu la cible préférée des machos virilistes. Donc tout ça pour montrer que oui, il y a un lien entre être une femme et écologiste et quelque part être féministe aussi, parce que les insultes qu'elle s'est prises en rapport avec son sexe, en rapport avec son âge, au fait d'être l'infantilisée comme les médias ont fait, montrent bien que l'homme blanc a un souci. L'homme blanc viriliste a un souci contre les jeunes filles qui essaient de changer les choses. Donc, rapidement, je me dépêche, je vais être encore en retard, moi. Donc, les grandes idées de l'écoféminisme, les grandes revendications, ça va être tout simplement un accès à la contraception, à l'éducation, tout simplement pour se réapproprier le corps et contrôler les naissances. On va aussi avoir une demande à la limitation de la surconsommation animale et environnementale, car des liens ont été faits entre la consommation, surtout animale, et la consommation des femmes, pour expliquer que la manière dont on traite les animaux est souvent la même manière dont on traite les femmes. Vous avez qu'à regarder la publicité pour la nourriture, vous allez voir. Ou sinon, vous lisez le livre que j'ai mis en bas, c'est extrêmement intéressant et un peu effrayant. Et une dernière idée aussi, bien sûr, c'est le respect des minorités et des traditions autochtones. Donc, dans l'écoféminisme de la troisième vague, l'idée c'est on lutte contre toutes les formes de discrimination. Donc pas seulement les femmes, on va aussi toucher à tout ce qui touche discrimination, donc y compris les cultures et les traditions autochtones qui, elles, avaient, dans l'idée en tout cas, beaucoup plus de liens avec la nature. Je vais passer très rapidement, je vais vous présenter des biologistes qui ont reçu des prix Nobel justement pour ce qu'elles avaient fait. Je passe très vite. Là, je vous laisse regarder. Voilà, vous avez vu leur visage. On n'a pas trop le temps, je suis désolée. Mais je voulais vous parler surtout de ceci. Alors, est-ce que vous avez entendu parler du World Scientist Warning to Humanity? La personne. Est-ce que vous avez entendu parler de l'appel des 15 000? C'était en 2017, il y a eu 15 000 scientifiques qui ont signé un rapport, enfin un papier, un article, pour faire un appel critique aux politiques en disant « Réveillez-vous, ça ne va pas du tout ». Est-ce que ça vous avez entendu parler? Voilà, c'est la même chose. Qui l'a lu? Les écologistes, là? Bon, je l'ai lu pour vous. Et les grandes idées qui en ressortent, alors bien sûr, quand ils expliquent il y a toute une partie sur l'énergie, sur comment gérer les ressources aquatiques, etc., etc. Mais les idées qui m'intéressent moi, ça va être donc le constat, bien sûr, donc on a une crise de la surpopulation et de la surconsommation, ça c'est indéniable.
Mais l'idée qui en sort, c'est qu'il faut lutter contre le braconnage, la surexploitation des terres et restaurer les écosystèmes. Une deuxième idée, pourquoi c'est dans le désordre? C'est pas grave. Il faut avoir accès à l'éducation et à la contraception pour les femmes. Je vous expliquerai après pourquoi. Et troisième, il faut aussi limiter la consommation de viande, donc repartir à une alimentation plus végétale et recréer des systèmes économiques plus circulaires pour le développement durable. Est-ce que ça vous rappelle globalement des idées? Ce sont les idées d'écoféminisme, en fait, tout simplement. L'idée, ce qu'il faut en ressortir de ce rapport, en tout cas, c'est un rapport scientifique, c'est pas juste moi qui l'invente, c'est que oui, les femmes sont vecteurs de changement dans les sociétés. C'est que les femmes sont à la fois responsables de l'éducation des enfants, de leur propre éducation, et une femme plus éduquée va avoir des enfants beaucoup plus tard, ce qui va quelque part aussi apporter ces enfants qui seront eux plus éduqués, donc plus éduqués à l'éducation. Donc ça va à la fois limiter la surpopulation et la surconsommation. Bien sûr, tout dépend dans quel pays on parle, dans quelle culture. On a cette idée-là qu'une femme qui contrôle sa fécondité va de toute façon aider à faire monter le pays. Et l'idée aussi qui en ressort de ces rapports scientifiques, c'est que les femmes sont essentielles dans les équipes scientifiques et les équipes de processus politiques. Donc il faut plus de femmes pour faire changer les choses. Donc c'est tout simplement ma dernière diapositive. J'espère que je n'ai pas essayé de totalement vous faire venir dans mon monde de l'écoféminisme, d'être militant, mais j'espère que vous avez des petites idées qui ont fleuri dans vos têtes, que, en tout cas, sans les femmes, il n'y aura pas de changement. Merci. Donc, on va avoir une période de questions de à peu près 3 minutes et demie. Là. On t'a laissé dépasser un peu, mais oui, je suis désolée. Fait que peut-être 2 questions, dont une moyenne, une courte. Un mélange comme ça. On vous invite à venir au micro ici même. Puis on va laisser l'opportunité à Justine de répondre. Ah, une pause clope, fausse salade. Donc, à vous la parole. Bonsoir, Justine. Étant donné que j'étudie en économie actuellement, j'aimerais avoir plus ta vision sur l'économie environnementale versus l'économie écologique et dans quel point ta perspective sur la décroissance vis-à-vis le sujet présent. Alors oui, c'est vrai qu'on parle beaucoup de décroissance, le fait que on est dans un monde fini avec des ressources limitées, donc c'est pas possible d'avoir une croissance illimitée. Donc on parle de décroissance, mais par rapport à l'écologie, j'ai l'impression qu'il y a toujours ce problème de communication entre les écologistes, donc les scientifiques, qui essaient de communiquer aux politiciens, mais qui eux préfèrent communiquer à court terme avec des économistes. Donc je ne sais pas trop quoi dire d'autre. Je ne sais pas exactement quelle était la question par rapport à ça. C'est que je sais qu'il y a encore ce problème de communication entre économie et écologie. Et quand l'économie tente de commencer à communiquer avec l'écologie, ça ressemble à quelque chose d'un peu particulier. Pardon, je sais que c'est un peu flou, mais on parle d'économie durable. Oui. On parle d'économie écologique. Écologique, on parle plus de respecter les limites du biome. Oui, l'intérêt de limiter la croissance, c'est ça. On essaie de continuer dans la croissance. Étant donné que je ne suis pas plutôt dans l'option de continuer, mais plutôt de diminuer ma consommation, j'aimerais plutôt un avis écoféministe sur la question, est-ce qu'il faut faire plus d'économie durable, donc des voitures électriques, au lieu de partager la voiture, de prendre le transport en commun, ou d'aller plus dans une optique de décroissance, quitte à ce que ce soit temporaire ou intertemporel. Et comment est-ce qu'on pourrait intégrer ça au modèle actuel? Je pense que c'est plus clair, sinon... Ouais, pas forcément, parce que je ne suis pas économiste, mais oui, l'idée de décroissance, en tout cas, c'est quelque chose on devrait de plus en plus utiliser en politique, mais après, quand tu parles de... Par exemple, tu dis c'est une voiture électrique, au lieu de parler de covoiturage, ça va être juste des... L'idée, c'est changer le système au final. C'est pas juste de faire un effet qui va plus marcher que l'autre et se dire plus développement durable ou est-ce que je mange bio, mais si je mange bio, mais pas de saison, est-ce que c'est intéressant? Enfin, il y a plein de contradictions dans l'économie de la décroissance. Donc,
Je ne sais pas économie, je ne sais pas trop répondre je saurais pas trop répondre à cette question. Merci beaucoup. Désolée. Moins d'économie. Mon sociologie, économie, c'est pas mon domaine. Oui, mais merci beaucoup pour cette présentation. Je passe une petite annonce. Mardi prochain, il va y avoir 2 femmes, une palestinienne et une qui vient depuis 15 ans en Colombie, qui vont être ici à Sherbrooke, au CSI, au Carrefour de Solidarité Internationale, à partir de 18h. Parce que là, je fais le lien avec le sujet, qui est la protection des territoires, la défense de la vie. Être palestinienne ou être des nations autochtones, en particulier en Colombie, c'est défendre le territoire, puis les femmes ont un rôle qui est souvent sous-estimé. Donc, je vous invite la semaine prochaine là-dessus. Puis, peut-être une question sur le lien entre nos économies peut-être du Nord et celles du Sud global, où on a vu cette année, en 2022, Femmes, Vie et Liberté au Kurdistan, au Rojava, avec l'Iran, le Rojava, il y a des liens où les femmes sont à l'avant-plan. Et puis ça date des traditions millénaires, on pourrait aussi dire, dans une tradition autochtone. Ils se disent pas nécessairement écoféministes, mais à mon avis, elles le sont. Et moi, ça me donne la force et ça m'inspire pour continuer les luttes et essayer de changer les choses. Mais c'est vrai que c'est intéressant de voir que même si on parle d'une femme qui vit dans son village, qui veut juste lutter pour conserver les traditions de son village, d'un point de vue d'un pays développé, on pourrait dire c'est une écoféministe, elle est ici pour... elle revendique ses droits en tant que femme, elle revendique les droits de la protection de sa culture et surtout si c'est en lien avec son environnement. Mais elles n'ont pas forcément se déclarer comme écoféministes parce qu'on ne parle pas de la même... Enfin, pour elles, c'est pas la même chose. Pour elles, c'est presque évident de dire je défends mes terres. Mais c'est la même chose si on va en Iran et qu'on dit aux femmes mais vous luttez pour avoir le droit ou non, vous avoir le droit de faire ce que vous voulez de votre corps, de porter le voile, etc. On pourrait dire mais vous êtes des exemples pour les féministes du monde entier. Elles vont dire elles ne vont pas forcément se considérer comme féministes. Pour elles sont moi je lutte pour mes droits pour ça et je ne pense pas que elles sont pas forcément contre ou c'est juste parce que elles veulent pas être dit mais moi je veux pas être le symbole du féminisme qui va parler de d'autres problèmes le cas de contraception à l'autre bout du monde. Elle ne voit pas la finalité, donc on a ça aussi. Quoi. C'est très intéressant, je pense que c'est des discussions qu'on peut avoir avec elles, de voir est-ce qu'elles se considèrent comme écoféministes dans leurs actes, ou pourquoi elles le font, et pourquoi ce sont souvent les femmes aussi qui lancent en tout cas ces premiers mouvements. J'arrête de parler. Donc, merci pour la bonne présentation. On est maintenant à l'heure de la pause, donc 10 minutes. Je sais qu'il y en a qui s'en vont un peu sur le tard, fait qu'on vous invite à aller au bar pour faire votre commande. Puis on vous rappelle aussi, le coupon Bistro Brain, ça donne droit à un 13 onces de bière maison. Sinon, allez prendre l'air, détendez-vous. Puis j'aimerais juste faire un shout-out à ma mère qui est là à soir, Sandra dans le coin, avec mes 2 cousines. Puis il y a vraiment plein de personnes que je connais, ça fait vraiment chaud au cœur de vous voir, de croire au projet, puis je vous aime. Fait qu'on se revoit dans 10 minutes. On va recommencer ça. J'espère que vous avez une belle pause. J'ai ajusté le micro pour nos présentateurs, présentatrices, mais moi je mesure 6 pieds 1. Là, j'ai vraiment l'impression d'être en train de me faire un Quasimodo, là. Faire un squat, je sais pas. Donc, j'espère que vous avez profité de votre pause. L'idée, c'est aussi, ça rime un peu avec la philosophie de la vulgarisation scientifique, d'épargner un peu votre attention. Fait qu'on essaie de mettre ça en segments. C'est un peu la mode de ce temps-ci, des vidéos courtes, des prises de parole courtes, des messages courts. Donc, on est déjà rendu à moitié, ça avance très vite. Et cette fois-ci, on est là avec un de mes amis chers à moi, Christophe Landry, qui, pour le présenter, c'est un homme un peu aux multiples vies, de retour à Sherbrooke après une ellipse temporelle au Japon, en Calgary. Dans sa vie, il a été vendeur de vin à l'international, gagnant de concours de design de jeux vidéo, itinérant, athlète wushu, styliste, conseiller marketing et même, croyez-le ou non, fan incontesté et bénévole ponctuel de Bistro Brain. Il va nous parler aujourd'hui de manifestations à Hong Kong et juste vous dire aussi que j'ai fait sa connaissance quand j'étais au secondaire.
Donc, je peux vous dire qu'il y a aussi, malgré ces multiples vies et multiples passages en multiples continents, il y a des choses qui sont restées. Premièrement, c'est quelqu'un qui a vraiment le talent de partager sa passion en fond en comble. On ne peut pas l'arrêter vraiment. Là, il est vraiment il diffuse son savoir et son intellect. C'est aussi un maître de l'art de converser. Et finalement, c'est aussi un honorable camarade. Donc, je vous invite à accueillir chaleureusement sur sa présentation sur les manifestations à Hong Kong. OK. Bon, merci tout le monde. Je voudrais commencer par vous dire que quand Alexis m'a invité à présenter, c'était actuellement pour les manifestations en Chine qui ont eu lieu il y a quelques semaines, quelques mois. Et ma réponse que je lui ai dit, c'était non. Puis la raison pourquoi, c'est que je ne pouvais pas vraiment en parler à cause que personne ne sait vraiment le pourquoi du comment et tout ça, vu que la Chine, à la fin de la journée, c'est vraiment un pays clos pour le reste du monde, pour beaucoup de raisons, autant culturelles que politiques. Et je lui ai dit qu'une manière qu'on peut en apprendre plus sur la Chine actuellement, c'est parler de Hong Kong. Donc, comment on va pouvoir atteindre notre objectif de comprendre un peu plus la Chine? En premier, je vais commencer avec une courte histoire de la région pour par la suite vous parler de quelques concepts théoriques, autant politiques et régionaux, pour après finalement vous parler des mouvements démocratiques à Hong Kong et tout ça, heureusement, sans j'aille trop dans le freak, vu que vous inquiétez pas, je sais que quand souvent les personnes parlent de la Chine, on sort nos papiers d'aluminium, puis c'est du big bad. Bon, alors, pour l'histoire, comme toute histoire, bonne histoire de géopolitique, on va commencer avec la colonisation. OK, fait que là, on est 300 ans en 3 minutes. On a la région des cantons. Les Anglais arrivent, ils cognent à la porte, ils disent « On aime ça le thé, on aimerait ça, faire du commerce avec vous. » Puis la Chine, ils disent « Regardez ça, ça c'est le nom de notre pays, Zhonghua. » Qu'est-ce que ça veut dire? Le pays central, le centre du monde, on est important. Vous ne l'êtes pas. On ne veut pas vraiment faire affaire avec vous. Fait qu'eux, ils se disent, qu'est-ce qu'on pourrait leur vendre qui vont dire non? Est-ce que quelqu'un sait un peu c'est quoi la plante? On en a parlé? L'opium, effectivement. Et ils en vendent beaucoup. Des milliers de tonnes actuellement. Et la Chine a dit non. Ils se font un Boston Tea Party, mais au lieu que ce soit du thé, c'est de l'opium. Et là, les Anglais, eux, ils retournent chez eux, ils vont voir ce gars-là qui va devenir premier ministre un peu plus tard, et il dit, c'est la guerre de l'opium maintenant. Puis c'est quoi que ça donne, la guerre de l'opium? Ça donne deux choses en premier. Ça donne Hong Kong aux Anglais, et ça donne les 100 ans d'humiliation pour la Chine. On ne va pas en parler aujourd'hui, mais c'est un sujet que je vous encourage à étudier. Et l'Angleterre à Hong Kong jusqu'en les années 1940, quand le Japon vient attaquer pendant la Deuxième Guerre mondiale, la seule chose que je veux dire sur le sujet, c'est qu'actuellement, le Canada a envoyé des troupes pour aider à protéger Hong Kong, et le quart des troupes, environ 400, provenaient de Sherbrooke actuellement. Donc nos deux villes sont un peu plus attachées que ce que la majorité des personnes peuvent savoir. Bon, après la guerre, on a un développement de la ville qui explose, et les raisons pourquoi, c'est à cause que les Anglais décident d'intégrer la population un peu plus au système de gouvernance de petit à petit. Et après, il y a une haute stabilité pour la vie comparée au reste de la région. La Chine a une guerre sociale entre les communistes et les nationaux. On a la guerre de la Corée, on a la guerre du Vietnam, tout le tralala. Mais Hong Kong, c'est stable à cause du système anglais qui, elle, amène beaucoup d'investissements et crée un bon système bancaire international. Et avec tout ça, ça permet actuellement de pousser la culture de Hong Kong au reste du monde, ce qui nous amène à notre deuxième partie, Loss of Power, qui est pas un assouplisseur. Actuellement, c'est quoi le soft power?
bon, c'est un concept développé par Zoom maintenant. Ça, c'est peut-être un peu trop long. Actuellement, c'est quoi le soft power? C'est BTS. OK. Fait que, oui, je suis en train de dire que BTS, ben, Hong Kong, c'est le BTS de la Chine. Puis c'est quoi ça? Ça veut dire que actuellement, c'est la fenêtre que le reste du monde voit la Chine au travers. Donc, souvent, les personnes, quand on pense à la Chine, ben, c'est quoi qu'on pense? On pense au cinéma Hong Kong, Bruce Lee, Jackie Chan, tout ça. On pense à qu'est-ce que les médias nous ont montré. Et c'est ce qui nous donne envie d'avoir des relations avec ce pays. Et c'est bon pour la Chine, jusqu'au jour que ton département de pub, il décide d'aller en grève. Donc, en 1997, les Anglais remettent Hong Kong à la Chine et il y a quelques garanties qui viennent avec ça. Premièrement, dans la Constitution de Hong Kong, il y a l'article 25 qui promet à Hong Kong de devenir une démocratie directe pour leur rôle de premier ministre, leur chef exécutif, durant la transition, dans les 50 ans à venir. L'autre chose, on a un pays, deux systèmes qui garantit que Beijing ne va pas interagir dans les affaires de Hong Kong pendant les 50 ans. Les seules choses, c'est la représentation internationale et les forces de l'armée qu'ils ont le droit de prendre affaire. Et en 2013, le gouvernement de Hong Kong fait une étude pour comment on va rendre la démocratie directe à Hong Kong. Et leur décision, comment que ça fonctionne, c'est que divers secteurs économiques et politiques, que eux, ils vont élire un conseil exécutif, 1200 personnes qui vont par la suite sélectionner leur premier ministre. Ça, c'est le système direct. Et dans le fond, les citoyens, actuellement, ils ont encore des votes possibles pour leur premier ministre, entre parenthèses. Et qu'est-ce qu'ils donnent comme opinion? C'est que pour le rendre démocratique, plus démocratique pour qu'on ait un vote direct, on va garder ce système-ci, mais au lieu de choisir une personne, on va élire des candidats. Par la suite, on va les envoyer à Beijing, que eux, ils vont décider c'est qui est correct, puis c'est qui est pas bon. Puis eux qui sont sélectionnés par Beijing, on va les envoyer au public, et là, ils vont pouvoir voter pour décider c'est qui leur chef exécutif. Et qu'est-ce qu'on est arrivé? Bien, les personnes l'ont adoré, tellement adoré que pendant 2 mois, ils ont fait un Occupy Movement au centre-ville avec plus de 100 000 participants pour essayer d'empêcher ce système de vote à Hong Kong. Et, avec beaucoup de chance, de bon travail de manifestants, le système proposé a été annulé. La seule chose, c'est qu'ils n'ont pas amené d'autres propositions, ils ont gardé le vieux système qu'il y avait. Et aussi, un des autres positifs, c'est que la qualité de l'air au centre-ville, à Hong Kong, a augmenté pendant les manifestations, vu qu'il n'y avait plus de trafic. Donc, si on parle de système d'écologie, c'est bon. Bon, là, ça nous amène à notre 4e partie, qui est les manifestations en 2019. Et c'est quoi qui ont commencé la manifestation? Bien, c'est la loi d'extradition que le gouvernement de Hong Kong a essayé de pousser. Et qu'est-ce que ça l'amenait? Bien, c'est que ça permettait à Beijing de pouvoir poursuivre des personnes à Hong Kong sous les lois de la Chine continentale. Et une des choses qu'il faut garder en tête à Hong Kong, c'est qu'il y a beaucoup de sa population qui actuellement provenait de la Chine continentale, qui ont déménagé à Hong Kong à cause des dissidents de la Chine. Ils montent leur voix contre le Parti communiste, ils devraient être arrêtés, ils s'enfuient à Hong Kong pour être sous garde. Et c'est ça. Donc, les personnes qui sont vulnérables contre la Chine sont en danger, les personnes qui sont pro-démocratie aussi pour être amenées en cours. Et ça peut amener des réprimandes locaux et internationales. Donc, si vous pensiez que 100 000 personnes, c'était beaucoup, bon, on parle un haut
de manifestations de plus d'1 million de personnes à une marche, quand il faut prendre en considération que Hong Kong a une population de 7,1 millions. Donc, c'était beaucoup. Violence policière, même que l'armée chinoise était à Shenzhen, juste au cas où, qui avait besoin de traverser le pont. Et même une attaque des protestants dedans le bureau législatif dans Hong Kong pour empêcher la loi. Et bonne nouvelle, 2-0, la loi est annulée. OK, on est toujours d'un bon côté. Mais la loi contre-attaque, 2020, quand il y a eu la pandémie, frotter les mains, c'est temps parfait pour passer la loi de sécurité nationale. Et là, c'est là que ça change vraiment le jeu. C'est le système qui a été proposé. Ils pensaient, c'était pas si pire, mais on peut le changer, on peut le rendre meilleur. Au lieu, on va le transformer comme ça. Fait en premier, le gouvernement de Beijing, il va sélectionner des membres pour que là, le conseil de Hong Kong, eux, ont le droit d'élire. Donc, les personnes n'ont même plus le droit de se présenter, plus ou moins. Et on note le public. L'équation, vu que c'est juste le public. Et qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne le nouveau chef exécutif, John Lee, élu en 2022 avec un taux de vote de 99,44%. Une vraie démocratie. Autre chose que ça nous donne, la loi de la démocratie, ça criminalise l'antipatriotisme. Ça veut dire du moment... Et qu'est-ce qu'on veut dire par l'antipatriotisme? C'est même pas patriotisme pour Hong Kong. Non, c'est par rapport à la Chine. Donc, du moment que tu émets des opinions contre la Chine, tu peux te faire arrêter. Autant que tu sois un individu ou une institution. Donc, on voit la fermeture de plusieurs journaux, comme le Apple Daily, qui est plus reconnu. BBC est banni de Hong Kong. On ne peut plus diffuser d'émissions à Hong Kong, la BBC. Possibilité d'extradition encore. Amnesty International se voit forcé à fermer leur bureau à Hong Kong à cause qu'ils avaient trop peur de se faire attaquer par le CCP, de se faire arrêter, à cause que beaucoup de leur travail, c'est actuellement d'aider des personnes qui fuient la Chine à Hong Kong et leur donner des outils. Et aussi, la loi s'applique globalement. Donc, techniquement parlant, avec ma présentation, Bistro Brain est maintenant une entité non patriotique envers la Chine et pourrait être censurée. Et en tant que parleur, avec quelques articles dans la loi, si j'irais à Hong Kong, techniquement parlant, je pourrais me faire arrêter à la frontière et me faire déporter. Alors, s'ils reçoivent la présentation que je donne aujourd'hui. Et finalement, pourquoi c'est important? Bien, ça retourne à la question que j'ai posée au début, justement, de parler des manifestations qui se passent dans la Chine continentale et le fait qu'on sait très peu sur le sujet quand la ville de la Chine, qui était la ville la plus libre, est maintenant fermée, que les personnes, même dans la ville la plus libre en Chine, n'ont plus le droit de parler librement, que les journaux, même internationaux, sont limités au style de reportage qu'ils font, et l'importance que ça donne à étudier justement autant la culture de la Chine pour essayer de mieux la comprendre, mais aussi donner plus de voix aux Chinois, aux Hongkongais, pour avoir une meilleure impression d'un des acteurs les plus importants sur l'échelle mondiale. Merci. Merci Christophe pour une belle présentation qui va nous mettre le Parti communiste chinois à dos. Mais bref, vous avez compris le concept. C'est maintenant à vous de prendre la parole pour vos questions pour Christophe.
Bonjour Christophe. Bonjour. Je m'intéresse beaucoup à la Chine et je dois dire que c'est une super présentation, vraiment. C'est vraiment un résumé parfait là, du sujet. Puis quelque chose qui me trottait en tête, puis dans le fond, moi je te pose la question. Comme tout le monde sait, depuis à peu près bientôt un an, la guerre en Ukraine a eu de nombreux effets, dont celui d'unir l'Occident. Et je me demandais si cette union de l'Occident avec les sanctions contre la Chine pourrait peut-être aussi s'appliquer à la défense de la démocratie à Hong Kong, parce que personnellement, quand je voyais les analyses des politologues, des experts de la Chine, en ce qui concerne Hong Kong, l'Occident n'a pas fait vraiment grand-chose pour s'opposer à ça. Puis je me demandais si ça pourrait changer en 2022, Oui 2023. et non. Donc, c'est vrai qu'ils n'ont pas nécessairement fait beaucoup de choses, mais certaines des choses qu'ils ont faites peuvent avoir beaucoup de précautions que je n'ai pas nécessairement parlé dans ma présentation. La première, c'est que les États-Unis ont menacé de considérer Hong Kong comme étant part de la Chine complètement. Que c'est comme on ne reconnaît plus aux États-Unis le concept d'un pays, deux systèmes, ce qui ferait que tous les embargos contre la Chine s'appliqueraient sur Hong Kong, et beaucoup du financement que la Chine reçoit internationalement se fait actuellement via Hong Kong. Vu que dans le reste du monde, il n'y a pas beaucoup de compagnies chinoises qu'on peut investir directement. Il faut actuellement investir dans des compagnies à Hong Kong que eux, leur travail, c'est principalement de jouer un pont. OK. Fait que ça, c'est la première chose. Il pourrait avoir beaucoup d'impact au niveau de comment que la Chine continue à regarder Hong Kong et sur le reste du monde. Puis la deuxième chose, c'est sur le contrat sino-anglais, qu'il y a le concept de British Citizen Overseas, que tous les Hongkongais qui sont nés avant 1997, techniquement, ils ont comme une pseudo-citoyenneté anglaise. Qu'est-ce que ça fait? C'est que pour eux, c'est plus facile à immigrer en Angleterre. Et l'Angleterre, le Canada et l'Australie ont dit OK. Techniquement parlant, le contrat a été rompu. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'au lieu de juste reconnaître la personne qui a ce certificat-là, on va reconnaître toute leur famille. Ça veut dire que si tu as des enfants qui sont aussi maintenant comme des BRP, et on va faciliter encore plus l'immigration de Hong Kong dans nos pays. Donc, au niveau des statistiques, environ 50% des personnes qui ont cette certification-là, qui considèrent quitter Hong Kong si les taux de démocratie descendent. Et durant la dernière année, je pense en 2020, il y avait environ 150 000 Hongkongais qui ont immigré hors la ville, soit pour l'Angleterre ou le Canada, ensemble. Vancouver étant la première ville pour le Canada comme destination. Donc, c'est quelques des actions qui ont été prises. Merci beaucoup. J'en ai appris pas mal. Très bonne présentation. Merci. Je donne une opinion pas très populaire, c'est que j'aime pas la démocratie comme telle. Parce que la démocratie, c'est juste assez bon que l'éducation du peuple qui l'utilise. Un peuple qui n'est pas éduqué devient facilement la démagogie. Oui. Donc, dans un monde idéal, pour moi, un autoritarisme illuminé serait la meilleure option. Penses-tu qu'entre un point intermédiaire entre un autoritarisme illuminé avec de bonnes intentions ou la démocratie, ou pour toi c'est la démocratie absolue qui est vraiment la bonne option? Une des choses qu'il faut considérer d'une certaine manière, c'est actuellement, souvent les personnes pensent autrement, mais le système de dictature sont souvent plus instables que les démocraties. Et une des raisons, c'est pourquoi? C'est à cause qu'ils sont soit trop inflexibles, que quand on a des élections souvent, oui, on peut avoir un peuple qui ont des mauvaises idées pendant un certain temps, mais ils vont souvent s'ajuster à la longue à des événements qui sont un peu plus difficiles que des dictatures, ou sinon, aussi, le changement de pouvoir va moins être
dur pour le peuple. Puis la Chine en ce moment est un bon exemple quand on parle du Zero COVID, que sont tellement dogmatiques avec le fait que c'est une dictature et que, OK, si on a tort, le parti pourrait exploser. Fait qu'on garde la même idée qui ne fonctionne pas. Qu'avec le reste du monde, avec les démocraties, ça permet de jouer à un baromètre social de qu'est-ce que le peuple est capable de tolérer et de s'ajuster. Je veux dire, c'est sûr qu'il n'y a pas de système politique qui est parfait, à cause sinon, on vivrait tout le monde vivrait dans une utopie. Mais ça, c'est une des questions qui est toujours difficile en sciences politiques et économie, c'est de trouver le système idéal. Cool, merci. Merci. Merci encore une fois, Christophe. Donc, on est maintenant à la dernière présentation. Ça avance vraiment vite, cette soirée-là. On a réservé pour la dernière présentation un professeur, croyez-le ou non. Il s'agit de Patrick Standard, qui est professeur au département d'histoire de l'Université de Sherbrooke. Il a publié 3 ouvrages sur le sujet des sorcières entre 1999 et 2013. On le remercie d'ailleurs, encore une fois, d'avoir accepté notre invitation. Et aujourd'hui, il fait une présentation sur un ouvrage qui s'appelle Le marteau des sorcières, qui est écrit en 1486. Et sa présentation va parler de cet outil théo-juridique d'un féminicide systémique. Donc, merci de l'accueil chaleureusement. Donc, merci beaucoup pour la présentation. Merci pour l'invitation, surtout. Question difficile. Donc, est-ce que quelqu'un a déjà lu Le marteau des sorcières dans la salle? Vous avez déjà lu ça? Oui? Toi? C'est bien. OK, parfait. Donc, vous êtes 2 quand même. C'est déjà ça. Donc, Le marteau des sorcières, outil théo-juridique d'un féminicide systémique. On va revenir sur certains thèmes, mais à la fin de la présentation. On fait un recul dans le temps. Je vous amène à l'hiver 1486. Ça va. Société féodale, donc où les femmes ont à peu près pas de droits. On est à Strasbourg. C'est l'hiver. On pourrait être installé dans une auberge, toute la gang en même temps, en train de boire du mauvais vin. À côté, il y a un imprimeur qui s'appelle Jean Prusse, l'imprimerie 1450, donc on est en 1486, qui termine un contrat plutôt payant pour lui. Donc, il est en train de terminer l'impression du Malleus Maleficarum, le marteau des sorcières, ou le maillet des sorcières, selon les traductions. Selon ses signataires, je ne dis pas ses rédacteurs, ses signataires, c'est une massue. Une massue, littéralement, une massue théologique, une massue juridique pour, je les cite, fracasser la tête des femmes sorcières hérétiques. Ma seule blague l'éveillée, j'en ferai pas d'autres, promis. Donc, avertissement, cette prise de parole contient des propos misogynes pouvant ne pas convenir à un jeune public. Donc, j'ai cherché des blagues, j'en ai pas trouvé, c'est celle-là que j'ai faite. Habituellement, je fais pas de préavis. On se demande de plus en plus si c'est nécessaire. Et comme je suis un vieux monsieur de plus en plus, donc c'est ma blague. J'en ferai pas d'autres, j'espère. 101 000, ça pourrait aller jusqu'à 110 000, peut-être. Les chiffres sont toujours en discussion. 101 000 accusés. 16e, 17e siècle. Personne ne s'avance sur des chiffres pour le 14e, 15e siècle. Ça peut être plusieurs centaines, plusieurs milliers, on ne sait pas. Quand j'ai commencé à travailler sur le marteau des sorcières, sur la chasse aux sorcières en 1992, ça fait un petit bout de temps, on parlait déjà à l'époque du chiffre de 5 millions. Les historiennes et historiens se disaient « c'est peut-être exagéré pour la population de l'époque en Europe ». Le chiffre s'est retrouvé, c'est pour ça qu'il est devenu super célèbre. Le Code da Vinci de Dan Brown, vous vous souvenez? Vous vous souvenez de la date de publication, première publication en anglais, 2003. Malgré qu'il y avait déjà à l'époque des débats, le chiffre s'est retrouvé 5 millions dans le livre de Brown.
Donc, c'est devenu une vérité historique pour la majorité des gens. Brown a ajusté le tir devant les critiques. Il y a eu beaucoup de critiques qui ont dit là, franchement, ça fait un bout de temps qu'on travaille là-dessus, ce chiffre-là. Donc, dans le film, on parle là de 100 000 personnes, 100 000 femmes. Donc, on s'est ajusté. Depuis ce temps-là, le chiffre tourne autour de ça. Pourquoi on le sait? C'est qu'il faut comprendre que l'Inquisition, c'est une machine juridique. L'Inquisition, on n'arrive pas tout seul. Quand les gens d'un village savaient que l'Inquisition s'en venait, vous avez une horde de gens, ça peut être des juges ecclésiastiques ou des juges séculiers, ça dépend de l'époque, à chevaux, des gens bien mis. On s'attend à ce qu'il se passe quelque chose, on s'attend à une chasse aux sorcières, mais on arrive en groupe. Il y a l'inquisiteur, les inquisiteurs, les greffiers, etc., les gens qui s'occupent de la sécurité autour de tout ça. C'est une machine qui arrive. Donc, cette machine-là a un greffier qui produit des archives. Donc, depuis quelques années, on travaille des archives par région. Donc, on connaît à peu près les chiffres par région et on a la littérature pour appuyer notre démarche. Donc, c'est autour de ça. Il y a des femmes qui ont été dans des régions plus éloignées, c'est ce qui fait le jeu 100 000, 110 000, on n'est pas sûr, qui ont été, par la vindicte populaire, trop rapides par rapport à l'Inquisition, une délation, une tempête qui s'est passée, on ne trouvait pas d'explication, probablement tuées avant même d'avoir un procès. C'est là le jeu. Ou noyées. Est-ce que vous connaissez le concept de noyade? Donc, on les attachait, bien ficelés, on vous lance à l'eau. Si vous noyez, vous n'êtes pas une sorcière. Si vous survivez, vous êtes une sorcière. C'est là qu'on peut vous brûler. Dans les deux cas, vous êtes morte. C'est ça le concept. Donc, autour de 49 000 accusés. 49 000 femmes qui ont probablement, pour la grande majorité, terminé sur un bûcher. C'était le mode opératoire. Je vous l'avais dit que ce n'était pas très drôle, mais c'est comme ça. 2 savants dominicains qui ont écrit le Marteau des sorcières. Moi, je suis toujours sur le Marteau des sorcières. Le premier est un peu hors de tout ça, Jacques Sprenger. Sprenger, c'est des savants pour l'époque, il faut comprendre ça. Sprenger a le bonnet de docteur en théologie. J'ai aussi le bonnet de docteur en théologie. J'évite de sortir avec. Professeur. Il a été nommé par ses pairs doyen, quand même, de sa faculté. On parle de quelqu'un, doyen de Cologne, l'Université de Cologne. Il avait le titre d'inquisiteur, mais ça ne l'intéressait pas vraiment, ces affaires de chasse aux sorcières-là. Vous allez me dire, mais c'est quoi le problème de signer le Marteau des sorcières? C'est que ça donnait une notoriété au traité. Il y a un doyen d'une faculté qui a signé cette affaire-là. Wow, c'est quelque chose d'assez sensationnel. Insistoris, ça, c'est notre homme, notre vrai, le capable. Lui-ci, bonnet de docteur en théologie, c'est dangereux, la théologie, je l'ai toujours dit. Prédicateur général et inquisiteur général. C'est pas rien, on rit pas. Nommé par le pape Sixte IV, en plus. Donc, et il va lui-même à Rome avant la sortie du traité. 2 ans plus tôt, on avait le pape Innocent VIII, c'est ton nom, Innocent VIII, avait sorti une bulle qui s'appelle Summis Disserentes Affectibus. On peut traduire par la bulle contre l'hérésie des sorcières. Donc, il va voir Innocent et lui dit, moi, je voudrais mettre ta bulle en introduction de mon traité. Innocent lui donne son accord. Donc, en faisant ça, double notoriété du traité, on s'entend, celle d'un doyen d'une faculté, d'une université et évidemment celle du pape. Et le pape lui donne tout pouvoir. Donc, il a libre cours, il peut même utiliser la torture. On parle de l'Inquisition à ce moment-là. Je bois beaucoup d'eau, c'est probablement mon âge. Je m'assèche rapidement. D'ailleurs, et la prochaine, c'est probablement le nœud du Marteau des sorcières. C'est incontournable. Il y a toujours un débat. Qui était sorcière? C'est certaines femmes, certaines autres femmes. Les auteurs du Marteau des sorcières sont catégoriques. La femme est sorcière. Il n'y a pas de débat. C'est une vieille femme, c'est une belle femme, c'est une telle femme. Toutes les femmes sont sorcières. Il s'agit juste des pogner sur le fait puis de les condamner. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Évidemment, on parle du Marteau des sorcières. Donc, il y en a dans toutes les classes sociales. Pas parce que vous êtes... c'est pas juste des vieilles femmes laides, entre guillemets. Même, c'est le contraire. Les auteurs du Marteau vont dire que la beauté féminine est dangereuse.
Évidemment, n'oubliez pas que c'est des clercs, des clercs qui viennent de se faire imposer le célibat ecclésiastique. Donc, la femme est dangereuse, je les comprends. Ils ont peur de la femme, puis ils ont peur des femmes qu'ils trouvent particulièrement belles. Donc, ça fait partie du contexte un peu. Donc, cette idée de femmes, de belles femmes, donc ils le disent souvent, et d'autres inquisiteurs l'ont dit, par exemple Pierre de Langue, qui fait sa chasse un peu plus tard, 1612, dans les Pays Basses. Lui, il trouve les femmes rousses des Pays Basses splendides, et comme elles sont rousses, elles sont plus proches du diable, et il dit, ben c'est bien évident que le diable, c'est campé aux Pays Basses, tellement il y a de belles femmes rousses. Donc, vous voyez, et donc là, il y a un danger. Le marteau, c'est aussi une chasse, Catherine en parlait tantôt, c'est aussi une menace contre les sages-femmes. Il y a des questions qui pointent spécifiquement les sages-femmes. Donc, il y a un débat là-dessus. Les médecins suivent les inquisiteurs, les médecins de l'époque, évidemment. Le marteau sous-entend une guerre contre les sages-femmes. Ils vont dire, par exemple, que les sages-femmes menacent la chrétienté par les avortements, par les maladies qu'elles transmettent, par les poisons qu'elles vont créer, etc., etc. Ça fait vraiment partie de l'analyse historique, on l'oublie souvent, du phénomène des sages-femmes ou d'exclusion des sages-femmes de la médecine. On est dans l'entrelac du débat. Il y a un Janvière, entre autres, je vais en parler un peu plus à la fin, qui est médecin, qui défendait la prédominance du savoir masculin sur ces savoirs féminins-là. Ça te va? Donc, ça, c'est intéressant. Cette représentation-là, qui est plus tardive, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a, pour les auteurs du marteau, il y a une fusion identitaire entre la femme et la sorcière et le diable. Ça va? Donc, c'est pas séparé. C'est deux versions du même personnage. C'est vraiment l'identité de la femme n'existe pas sans le diable. Donc, ça, cette représentation-là, pour moi, c'est la plus magnifique. Donc, sur un côté, vous avez une femme assez noble, donc, selon son habillement, on peut dire que c'est une femme noble. Et le versant, c'est le diable. Donc, le diable qui est toujours présent avec elle. C'est important aussi de savoir... Bon, j'ai sauté... Bon, non, c'est moi qui ai perdu. De quoi on les accuse, donc, les femmes? Évidemment, vous connaissez la théorie aristotélicienne. Le sexe féminin est un sexe plus faible, c'est un sexe manqué. Si c'était humide, bon, ben, ça a donné une femme, tant pis, c'est comme ça. Son utérus est toujours en train de se déstabiliser, ce qui fait un être instable, etc., etc. Donc, toutes ces théories-là sont aussi présentes. Il faut dire que les auteurs du marteau des sorcières, c'est la théologie scolastique, donc ils vont retourner à Aristote, etc., etc. Évidemment, elle est descendante d'Ève. Les sorcières, ou la femme est descendante d'Ève. C'est le fondement théologique de fond. C'est l'argumentaire. Vous connaissez Genèse? Il y en a encore qui connaissent Genèse? Genèse 2, oui. Donc, Genèse 2, c'est la femme qui succombe au serpent, qui lui dit, ben, si tu manges la pomme, tu vas devenir éternel. Dieu t'a caché ça. Et la femme succombe, évidemment, et il en fait manger aussi à Adam. Donc, les femmes de génération, dans la théologie de l'époque, de génération en génération, sont descendantes d'Ève. Donc, elles sont plus près du diable. Pour elles, c'est un prolongement naturel. Et ils vont dire, ben, les hommes, c'est ceux qui sont plus près du Christ. Ils sont moins portés à suivre le diable, sont moins portés à faire des maléfices, puisque eux représentent le Christ. Et là, on ne parle pas juste des théologies. Donc, cette idée d'Ève est sous-jacent à l'ensemble du discours. La convoitise sexuelle, si vous l'avez déjà lu, c'est toi qui l'as déjà lu, ça fait partie du marteau des sorcières. C'est aussi un traité d'érotologie. Ces deux dominicains-là, ils en connaissaient des choses sur la sexualité, c'est évident, parce qu'ils posaient des questions. On avait des questions assez intéressantes. Donc, ils vont développer la thèse, pourquoi les femmes, par exemple, vont se soumettre au diable ou vont faire des pactes avec le diable. Un des éléments principaux, c'est l'idée de la convoitise sexuelle. Ils vont dire, ben, c'est insatiable sexuellement une femme. Donc, le seul et unique capable de satisfaire une femme avec son membre viril particulier, vous l'avez ici, il y a
tout un débat dans le marteau des sorcières, mais par la suite, dans les traités de démonologie, sur le membre viril du diable. Hein. C'est incroyable le temps qu'on a pris là-dessus. Des écailles, pas d'écailles, plus long, moins long, etc., etc. Ce qui peut émettre du sperme, pas de sperme. Donc, il y a tout un débat qui tourne autour de cette idée-là, mais la grosseur du membre viril. Évidemment, l'idée de Pâques, on l'a dit tantôt, hein, c'est volontairement, c'est pas le diable qui vient sonner à la porte. Est-ce que tu voudrais faire un pacte puis une négociation? Non, on fait volontairement, selon les signataires, un pacte avec le diable. Il va y avoir différentes techniques. À l'époque, le marteau des sorcières est plutôt humble là-dessus. Par exemple, il y a un démonologue qui s'appelle Pierre Delangle, qui est plus tardif, qui va dire, comment on fait pour savoir qu'il y a eu un pacte? On cherche une marque sur le corps de la femme. Donc, évidemment, vous comprenez qu'il n'y a pas grand monde qui n'a pas de marque, surtout si vous avez eu plusieurs accouchements, donc il y a toujours une marque qu'on trouve, c'était le pacte, le signe du pacte. Évidemment, on va leur reprocher les méfaits divers, donc tempêtes, les pestes, les maladies, elles sont responsables de tout ce qui se passe. Alexis me laisse... Ah bon, donc fin du Moyen-Âge, première période, la chasse aux sorcières. La grande chasse aux sorcières, c'est 16e, 17e siècle. Donc, la première, c'est les clercs, la chasse ecclésiastique qu'on appelle. Puis la deuxième, c'est la justice séculière. On oublie souvent ça, mais les juges séculiers sont responsables de la grande chasse aux sorcières. Mais les deux inquisitions ont toujours travaillé ensemble sur le concept. Donc, on a ici les lieux les plus propices à la chasse. Vous avez le total, on parle de l'Allemagne, par exemple, 42 000. La Pologne, 13 000. Donc, vous voyez, les chiffres, on les a par région. Je tiens à dire que pas parce qu'une femme est accusée, poursuivie, qu'elle n'est pas accusée à finir sa vie sur un bûcher, qu'elle va s'en sortir nécessairement. Hein, parce que c'est l'exclusion sociale. Et l'exclusion sociale, c'est pratiquement la mort à l'époque. J'achève, Alexis, ça va-tu? Oui. Donc, les sorcières hérétiques, on est dans l'Inquisition. Hein, il y a des cathars, il y a des vaudois, il y a des femmes sorcières dont elles renient Dieu, le Dieu chrétien, elles renient leur foi. C'est ça le concept de base. Responsable des calamités, mais surtout, quand vous dites le marteau, ce qui est intéressant, c'est que les deux ont vraiment peur de la fin du monde. Hein, ils ont une peur viscérale de la fin du monde. Ils vont dire, le monde sur le soir descend vers son déclin. Il faut faire taire les femmes sorcières. Pour eux, les femmes sont en train de détruire la planète. La prise de parole des femmes doit être contrôlée. Donc, ils se considèrent eux-mêmes comme des envoyés de Dieu. Ils se disent le prolongement de Dieu, le bras de Dieu pour sauver la chrétienté. L'autre élément le plus important à retenir, c'est celle qui est sans droit. Les femmes, c'est la troisième partie du marteau des sorcières. Les femmes ont pas de droit avec le marteau des sorcières. Hein. C'est un procès qui est une négation même du droit. Ça fonctionne par délation. Il y a une arrestation. On vous donne un avocat qui n'a pas le droit de vous défendre. Et les seules personnes qui peuvent témoigner, c'est celles qui vont témoigner contre vous. Donc, c'est assez embêtant pour commencer. Vous êtes mis en prison au pain et à l'eau. Ça peut durer un bon bout de temps. Avant de vous appeler à la question, on vous rase sur tout le corps. À l'époque, c'est pas rien, ça met nu. Soumis à la question, c'est la torture. Hein? Vous en avez un élément de la torture là, c'est ce qu'on appelle l'estrapade. Finalement, essayez pas ça chez vous, on vous attache les mains dans le dos et on vous lève. Ça vous va? Ça vous démembre totalement le corps et on vous répète les questions à répétition. As-tu couché avec le diable? À quoi ressemble son membre viril? C'est-tu toi qui as fait tomber la graisse chez le voisin? On répète, de quelle grosseur il était? À quoi il ressemblait? Et si vous avouez pas, on vous retourne en prison au pain et à l'eau, on vous ramène quelques jours plus tard et on recommence. Dans le marteau, quand je parle de déni de droit, les inquisiteurs disent qu'on a même le droit de mentir à la victime en lui disant que si elle avoue, elle va être sauvée. Donc, on va la libérer. Évidemment, c'est faux. J'achète. Donc, 34 éditions. Le marteau des sorcières, c'est 34 éditions. 15e, 16e, 17e siècle. Donc, c'est un impact majeur. Il y a eu d'autres traités de démonologie, mais même les démonologues du 16e, 17e siècle utilisaient le marteau. Donc, il y avait un format poche avec eux autres et regardaient les consignes, les questions et les jugements possibles. Donc, le marteau fut-il un outil théo-juridique d'un féminicide systémique?
Si je vous demande, féminicide, c'est quoi la réponse? Donc, évidemment, c'est tuer des femmes parce que c'est des femmes. Systémique, c'est une organisation totale. Je pense que tout le processus inquisitorial, systématiquement parlant, même si j'aime pas utiliser des concepts contemporains, correspond à la chose. Et si vous voulez aller plus loin, donc Rowling, procès de sorcellerie, celui-là, il porte sur la Renaissance, Pierre de Langle. Lui, c'est le contexte, l'ensemble du contexte social de l'époque, on ne l'a pas fait, mais l'ensemble de la société est misogyne, hein, il faut se le dire. Puis Colette Arnould, qui est un magnifique texte de 450 pages qui s'attaque au procès en tant que tel et le déroulement. Merci. Donc, merci Patrick Stanner pour cette belle présentation, j'ai le goût de dire ensorcelante, vraiment un talent d'accroche du public. Là. Encore une fois, je fais des jeux de mots avec les présentations. Puis on a déjà une question de Léa Malouin, donc je laisse immédiatement la parole. Bonsoir, super présentation. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a eu des voix dissidentes qui se sont élevées contre le marteau ou d'autres traités de démonologie, ou les gens étaient plutôt silencieux? Non, il y en a eu beaucoup. Qu'on ne les connaît pas, c'est une partie assez oubliée de l'histoire de l'Inquisition, particulièrement de la chasse aux sorcières. Il y a beaucoup de gens qui se sont levés. On oublie de dire qu'il y a des prêtres qui ont été brûlés comme sorciers parce qu'ils sont opposés au phénomène de la chasse aux sorcières, mais à partir du moment où vous leviez la voix contre, ça prenait quelqu'un pour vous protéger parce que vous étiez vous-même accusé de sorcellerie. Donc, c'est assez difficile de s'en sortir. En 1569, il y a un médecin qui s'appelle Jean Vière qui écrit un traité où il dénonce les inquisiteurs, où il déconstruit le marteau des sorcières, où il dit que c'est scandaleux de faire souffrir ces femmes-là, de les accuser de choses qu'elles ne peuvent pas avoir faites. Comme médecin, il dit, voler sur un balai, ça se peut pas, peu importe la façon que tu vas procéder. Mais il a créé un autre problème. C'est qu'il a dit, oui, il veut il veut pas qu'on condamne les femmes sur ces critères-là, sauf que lui, il a inventé le concept de mélancolie. Il a dit, c'est pas qu'il a créé ces méfaits-là, c'est que c'est plutôt qu'elles sont mélancoliques et folles. Donc, au lieu de les brûler, il faut les traiter. Ce qui a donné, finalement, une récurgence de sa pensée jusqu'au 19e siècle, parce que les aliénistes utilisaient le marteau des sorcières et le texte de Vière pour démontrer jusqu'à quel point, finalement, les femmes étaient folles. Que c'était un traitement d'hystérie que ça leur prenait et non des accusations contre sorcellerie. Fait que tu vois que ça se continue jusqu'au 19e. C'était long avant qu'on abandonne l'idée de folie des femmes, finalement. C'est bon. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir, merci en tout cas pour la présentation. Du coup, ma question, c'était ça fait un peu le lien. C'était, du coup, vous avez dit qu'au XVIe et XVIIe siècle, c'était vraiment la grosse partie de la chasse aux sorcières. Ouais. Mais est-ce que c'est une accentuation de ce qui était déjà avant, dans le sens où si les choses les mesures qui ont été prises sont devenues de plus en plus violentes, est-ce que l'Église avait peur de quelque chose? Est-ce qu'il y avait une montée de certaines idéologies qui faisaient qu'il fallait garder le cheptel de telle façon, et donc du coup il fallait prendre des mesures de plus en plus draconiques pour montrer que les gens s'éloignaient de la vraie doctrine? Est-ce que c'est des trucs qui sont liés que ça? Est-ce que c'est dû à ça? Qu'est-ce qui faisait peur? Est-ce qu'il y a quelque chose qui faisait peur à l'Église en face, ou est-ce que... Mais en fait, ce que je dis, peut-être que je suis allé trop vite, c'est que la grande chasse aux sorcières, c'est pas l'Église. Ah oui, d'accord. C'est les justices séculières. Donc, l'Église a préparé le terrain sur les arguments théologiques, juridiques, mais dans sa façon de concevoir, l'Église ne pouvait pas faire couler le sang. Donc, elle remettait, même à la première période de la chasse aux sorcières, 14-15e siècle, la victime au bras séculier, qui, elle, pouvait faire couler le sang, donc torturer la femme et la mettre sur le bûcher. Mais les deux juridictions ont toujours le même discours, genre Pierre de Langle, Baudin, des juges séculiers, c'est qu'ils ont peur que les femmes menacent même la chrétienté ou l'avenir de la société. Ça, c'est resté prégnant jusqu'au 17e siècle comme concept, autant au niveau ecclésiastique qu'au niveau séculier. C'est vraiment une peur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on l'inscrit souvent. Moi, je l'inscris le marteau des sorcières. Je ne sais pas si vous connaissez le concept de la querelle des femmes. Connaissez-vous ça? C'est un concept historique intéressant.
Puis moi, je pense que le marteau, c'est une réponse à ça. C'est qu'à partir du 14e siècle, les femmes ont commencé à prendre la parole. Entre autres, une des grandes dames de l'histoire, c'est Christine de Pisan, qui a, elle, écrit ce qu'on appelle la Cité des Dames. Donc, la Cité des Dames, c'était une réplique à Augustin, qui est très avant elle, 3e siècle, qui avait écrit la Cité de Dieu, mais qui parlait que des hommes. Donc, Dieu est proche des hommes, etc. Et Christine de Pisan a dit, ben non, ça ne fonctionne plus, votre affaire. Il y a des grandes femmes, les femmes sont capables de réfléchir et tout ça. Et la querelle des femmes, c'est la réplique des hommes de ces différentes époques-là aux hommes. C'est une réponse organisée, c'est une réponse intelligente par des femmes savantes. Et moi, je pense que ça a commencé à faire peur, puis que le marteau, c'est un des bras de cette résistance-là, finalement, à la prise de parole des femmes. Évidemment, les historiens vont dire que je suis dans le champ, mais en même temps, peu importe le traité de démonologie, je les ai pas mal toutes lus, là, peu importe le traité de démonologie qu'on va prendre, c'est toujours, qu'il soit ecclésiastique ou séculier, c'est toujours une contestation des femmes. Un vouloir de contrôler les femmes, un vouloir de contrôler la parole des femmes. Puis d'ailleurs, les auteurs du marteau le disent clairement, il faut faire taire ces femmes-là. Donc, il faut faire taire les femmes. Elles parlent trop, elles caquettent trop, les femmes. Donc, il y a un genre de contrôle aussi derrière ça. Parce que du coup, il y aurait une prise de parole de plus en plus élevée, Oui, et donc, du coup, qui dérangeait. Ouais, Mais, ouais. et du coup, cette prise de parole, elle est due à quoi? C'est genre, il y a des mouvements là-dessus? Enfin, Ben, c'est une dénonciation de la condition des femmes, cette prise de parole-là. Dans des sociétés féodales où on n'a pas de droit, on est autant au niveau familial, dans tous les domaines, on n'a aucun droit. Donc, on est l'objet, le mari peut vous battre sans raison, etc., etc. Donc évidemment, plus les femmes deviennent instruites, plus elles peuvent dénoncer, prendre la parole pour dénoncer ça. OK, merci. Bon, merci. Donc là, j'avais le goût de dire la soirée est terminée, mais en fait, non. On a une surprise pour vous, on a un quiz, et vous allez voir les prix s'afficher à l'écran. Donc, on va avoir une question par présentation qui a eu lieu ici même. Et les prix vont être... Donc, premier prix, c'est une carte cadeau de 25 $ chez la librairie indépendante Appalache, juste à 2 coins de rue ici. Deuxième prix, on voit la moitié, là, mais c'est 3 coupons consommation de 13 onces ici même, donc des coupons Bistro Brain. Et le troisième prix, c'est une consommation. Donc, on vous invite à scanner ça avec votre téléphone intelligent. Là, vous trouvez l'option où faites-vous aider par quelqu'un. Alors, une question par chaque. Puis à la fin, il y a aussi un formulaire d'appréciation. Si vous voulez nous donner vos commentaires, dire comment vous avez apprécié votre soirée, des suggestions, des personnes qui pourraient présenter à nos prochains événements, ben, ça va vous inviter à compléter cette partie-là aussi. Donc, je vous laisse 10 minutes pour le faire. Puis après ça, on va arriver avec les gagnants. Et on va avoir aussi une photo officielle avec les personnes qui ont présenté ce soir.